Bonjour. Dans une vidéo précédente, on avait vu l'installation de pfSense. On avait vu comment configurer le WAN et le LAN. Aujourd'hui, on va voir l'accès à notre pfSense, sa configuration de base en modifiant la langue et le mot de passe. Donc dans une vidéo précédente, on avait vu l'installation persistante de notre pfSense. On avait vu justement ça au travers de GNS3. Donc je vais reprendre mon schéma GNS3. Alors c'est exactement la même chose qu'en réel. Par contre ça va être beaucoup plus facile à comprendre justement puisqu'on a un schéma qui va pouvoir l'expliquer. Je vais reprendre ma topologie précédente et je vais y ajouter dans ma topologie de base mon pfSense. Donc là j'ai démarré tout de suite mon système, j'ai démarré mon Windows 10, j'ai démarré mon switch 1 et 2, mon pfSense et mon poste client. Donc là j'en avais aussi déjà parlé un petit peu, le démarrage peut être long, ça va dépendre du matériel, ça va dépendre de la mémoire, ça va dépendre du nombre de cœurs. Donc là ici on va voir un démarrage quand même qui va prendre plus de 1 minute. Donc ça je l'ai déjà expliqué, mais en réalité il faut savoir, il faut garder en tête que un système est démarré, et une fois qu'il est démarré, il n'est plus jamais arrêté, sauf pour les cas particuliers de panne. Donc quand mon système va être démarré, je vais quand même vérifier que mon réseau est bon. Alors bien sûr on peut le vérifier, j'en ai déjà parlé, on peut aller vérifier avec un navigateur web, vérifier si on a de l'internet, on peut faire un ping. Les méthodes pour pouvoir vérifier qu'on a du réseau sont quand même relativement diverses. J'ai quand même changé la résolution de mon écran, donc de manière à avoir un petit peu une meilleure vue de l'ensemble. Et je vais commencer par ouvrir un navigateur web, et dans mon navigateur web, je vais accéder à mon pfSense par son adresse IP. Donc là aussi j'en ai déjà parlé, le login c'est admin et pfSense comme mot de passe par défaut, on l'avait vu dans la configuration. Si vous l'avez oublié, vous pouvez reprendre la configuration de votre pfSense et puis après le mettre de nouveau. Donc bien sûr lorsqu'on va se connecter, la première chose qui va nous afficher c'est l'affichage du copyright qu'on va suivre. Alors ici il nous dit bien que c'est valable pour un usage non commercial. Et forcément, je vais accepter. Alors comme il l'est demandé, la première chose qu'on va faire, c'est modifier le mot de passe. On suit ce qui est indiqué. Donc je vais aller dans les propriétés de l'utilisateur. Je vais modifier mon mot de passe que je vais confirmer. Et surtout, quand on a modifié quelque chose, on n'oublie pas de descendre en bas de page et de cliquer sur le bouton sauvegarder. Donc lorsque j'aurai changé mon mot de passe, je vais être déconnecté, je vais devoir me reconnecter automatiquement. Donc la première chose qu'on va faire, une fois que je vais être reconnecté, c'est modifier la langue. Donc on va faire ça. Dans un premier temps, ça sera plus facile, même s'il pourrait être profitable d'utiliser l'anglais. Donc pour pouvoir modifier la langue, je vais me rendre dans configuration générale. Je vais descendre un petit peu dans ma page pour retrouver la langue. Donc là je vais le passer en français et comme tout à l'heure, on n'oublie pas de confirmer et d'enregistrer notre modification. Et là avant de faire des modifications dans le menu général, on y reviendra après, on va d'abord commencer par faire le tour des différents menus. Et justement dans les menus, un des premiers qu'on va trouver c'est le menu du pare-feu, avec la possibilité de modifier des alias, donc faire des alias au niveau du réseau, au niveau des règles. On va pouvoir modifier des règles NAT,
Donc là on le verra dans une prochaine vidéo. On va pouvoir aussi planifier les différentes règles qu'on aura créées avec un planning. Ensuite, on retrouve le QoS, c'est quand même lié au pare-feu. On va pouvoir modifier l'équilibrage de charge. Donc on voit au passage quand même que il peut être un petit peu utilisé comme un routeur ou comme un switch. On va pouvoir ensuite se rendre dans les différents services où on va pouvoir modifier les DNS, donc le serveur de DNS. On va pouvoir modifier le NTP. Donc là, je vais pas rentrer dans tous les menus, je vais quand même rentrer dans celui-là. Donc on va pouvoir modifier les serveurs de temps. Ensuite, on va pouvoir configurer, modifier le serveur proxy. On pourra modifier les serveurs DHCP, le relais DHCP, donc il peut faire à la fois relais DHCP pour l'IPv4, mais il peut faire aussi relais DHCP pour l'IPv6. Donc là, ça veut bien dire que si on l'utilise en tant que relais, il ne sera pas forcément le serveur DHCP principal, mais si le serveur DHCP principal tombe, à ce moment-là, il pourra prendre le relais aussi bien sur l'IPv4 que l'IPv6. On va retrouver la QoS, donc on va retrouver l'équilibrage de charge. Il peut faire aussi résolveur DNS, donc c'est pas tout à fait la même chose que le serveur de DNS. Il va pouvoir tout simplement résoudre. Donc entre le serveur de DNS qui va fournir et qui va créer ses propres noms de domaine, on peut aussi avoir le résolveur DNS qui est tout simplement une sorte de relais DNS. On retrouve le QoS, on retrouve le serveur SNMP qui est tout simplement un serveur pour les serveurs de messagerie. Donc je rentre dans le serveur DHCP. On va voir que dans le serveur DHCP on a pas mal d'options. On a des options comme le bootTP. Donc on va retrouver les fonctions de gestion des différents clients. Et on va voir aussi entre autres qu'on peut modifier la plage DHCP qu'on a pour notre serveur. Puisque justement pour le rappel, dans ma vidéo précédente sur l'installation de pfSense, on avait activé le serveur DHCP de manière à ce que mon poste client, j'ai pas de souci à devoir lui mettre une adresse IP fixe. On va retrouver les VPN avec un différent format de VPN avec l'IPsec, le L2TP, l'OpenVPN. Alors, chacun ont sensiblement le même schéma. On va pouvoir gérer les tunnels, les serveurs, on va pouvoir gérer les différents clients ou les clés d'échange entre les différentes entités de notre VPN. On va retrouver dans le menu de nouveau état, donc avec l'état des différents services comme par exemple le DHCP, donc avec les baux DHCP, on va retrouver dessus les différents services de notre pfSense. Alors ici on parlerait plutôt d'outils de reporting. On retrouve un menu diagnostic avec les différents diagnostics qu'on peut retrouver au niveau des différents services. Et bien sûr, il y a l'aide, mais l'aide, je ne vais pas en parler. Donc je vais revenir sur mon menu diagnostic. Et par exemple, on va voir qu'on a un système pftop, donc qui est tout simplement un htop, un top pour notre pfSense. Donc là, je vais revenir dans ma configuration générale. C'était quand même un petit peu l'objet de cette vidéo. Maintenant qu'il est en français,
on va pouvoir changer le reste des différents paramètres au niveau général. Donc par exemple, je vais pouvoir changer le nom d'hôte ou changer le domaine de mon système. Donc comme c'est indiqué, attention, on va pas mettre un domaine en point local. C'est expliqué pour quelle raison. On va mettre, pourquoi pas, en point .loc ou en point .local.lan ou en point .loc.lan. Ça après, ça dépend de chacun de vous et de votre stratégie. Ça peut être tout simplement prendre le domaine de l'entreprise. Alors on va paramétrer le serveur de DNS. Alors là c'est pas le serveur de DNS lui-même, donc c'est pas le service serveur de DNS. En fait c'est le DNS lui-même de notre pfSense. Donc il faut pas confondre les deux. Donc on va voir quels serveurs de domaine vont être utilisés pour notre pfSense. Donc par exemple pour pouvoir récupérer les mises à jour. C'est souvent la raison pour laquelle on va mettre les serveurs de DNS sur les routeurs, les pare-feux. Les serveurs de DNS, on va voir aussi les serveurs de vérification, donc le DNS hostname. Donc ça pareil, alors là c'est un petit peu différent, c'est totalement facultatif. De la même manière que la passerelle pour les serveurs de DNS, ça n'a rien d'obligatoire. Alors on peut aussi ajouter un serveur de DNS, remplacer le serveur ou tout simplement désactiver les redirecteurs. Puis on continue à la rubrique localisation. Donc là c'est ici qu'on avait changé tout à l'heure la langue de notre pfSense. Ici on va pouvoir aussi régler le fuseau horaire, donc dans quel fuseau on se trouve, et puis les serveurs NTP. Donc le serveur NTP, le serveur de fuseau horaire, eh bien c'est relativement intéressant justement par rapport aux règles de pare-feu qu'on avait vues tout à l'heure. Donc ça a toute son importance, de la même manière que quand on est dans un grand réseau d'entreprise, les serveurs NTP vont permettre de synchroniser l'heure sur tous les postes clients. Ensuite on va retrouver la langue, et ça on l'avait déjà fait. Et on va terminer par la configuration du serveur web. Donc là c'est à vous de faire les essais, pour moi je laisse une configuration de base. Mais on peut très bien modifier le thème, le menu qui est en haut de la fenêtre, trier les interfaces. Alors là, quel est l'intérêt vraiment de trier les interfaces? Bon, attention, on est quand même dans un GNS3, dans un GNS3, notre pfSense peut avoir 8 cartes réseau. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un tri dans les différentes cartes. On va pouvoir afficher ou masquer les différents panneaux, plus quelques modifs qu'on pourrait faire au passage. Donc là, c'est à vous de faire le tour et c'est à vous de tester. Et bien sûr, j'arrive en bas de ma page. Quand on a terminé les modifications, surtout, on n'oublie pas d'enregistrer. Vous n'enregistrez pas vos modifications, ça sert pas à grand chose de les avoir fait. Dans une prochaine vidéo, alors bien sûr avec toujours quelques vidéos intermédiaires qui vont reprendre du Cisco, qui vont reprendre de la virtualisation. On verra donc dans une prochaine fois la configuration du pare-feu, ou en tout cas les bases de la configuration du pare-feu de pfSense. Donc comme je l'ai dit avant, je vais beaucoup utiliser GNS3. Ça permet à la fois de voir son utilisation et ses possibilités. Alors GNS3 reste un support, on reste quand même dans des conditions qui sont très proches de celles d'un réseau réel. Alors pour le débutant, ça pourra paraître un peu compliqué à comprendre. On a des systèmes qui tournent dans d'autres systèmes. Alors vous avez aussi à ce sujet mes vidéos précédentes, en plus de mes vidéos sur
GNS3, vous avez celle sur le réseau. Et vous pouvez aussi aller consulter mes vidéos sur la virtualisation. Mais pour faire Sense, on prend une machine réelle ou virtuelle, on lui met 2 cartes réseau et le reste c'est exactement la même chose qu'ici. Sauf qu'ici en plus vous avez le schéma qui peut vous montrer dans quelles conditions le système fonctionne. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Laissez-moi un tips en tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne. Tapez LJP-Info dans votre navigateur pour retrouver mes différents documents. Si vous avez des questions, des suggestions, des besoins, laissez-les dans les commentaires. On se dit à bientôt.